Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Dimanche en politique Hauts-de-France. On s'intéresse aujourd'hui au contexte de tensions internationales. Quelle défense adopter cette semaine? Emmanuel Macron s'est adressé aux Français. Le chef de l'État a indiqué qu'il faudrait des réformes, du choix, du courage face au rapprochement USA-Russie et a annoncé des investissements supplémentaires en matière de défense. Nous allons voir quelle est la position des partis politiques en cas de conflit armé et d'économie de guerre, de quelles entreprises les Hauts-de-France disposent, sur quelles sources de financement compter. Qu'en est-il de la diplomatie? Enfin, faut-il une Europe de la défense? Nous ferons également le point sur le nombre de sites militaires dans la région. 3 invités pour débattre avec moi ici même. Franck Dersin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes sénateur Horizon du Nord, également conseiller régional des Hauts-de-France. Avec nous également Alexandre Huizil, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes sénateur PS du département de l'Oise. Bonjour. Madjouline Sbaï, vous êtes donc eurodéputé Les Écologistes ELV. Et enfin, je précise que Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme, était invité à participer à ce débat, mais s'est désisté pour des raisons de santé. Je vous le disais, mercredi soir, Emmanuel Macron s'est adressé aux Français. Il a indiqué qu'il faudrait des réformes, du courage, du choix face au rapprochement USA-Russie. Le chef de l'État ne minimise pas le danger, la menace russe. Et là, a-t-il déclaré. Quelle est votre réaction à cette allocution, Madjouline Sbaï? Ma réaction est qu'on prend conscience que l'heure est grave et que la situation que nous connaissons, bien sûr, aux portes de l'Europe avec l'attaque russe vis-à-vis de l'Ukraine, est en train d'envenimer le climat européen et international, qu'aujourd'hui on a des impérialismes qui reviennent au devant de la scène. On pense évidemment à la Russie, mais aussi aux États-Unis. Et puis, on se rend compte aussi que la France est la cible d'attaque d'une guerre hybride. Il y a des ingérences étrangères sur les réseaux sociaux qui profitent d'ailleurs au Rassemblement national. Il y a également des attaques et des cyberattaques sur des hôpitaux, sur des villes, sur des sites publics. Et donc, on voit cette vulnérabilité. Donc, il fallait réagir. Et réagir maintenant est très important. Et on espère vraiment que ce sursaut se traduira de différentes manières. Plutôt favorable au discours du chef de l'État? Plutôt favorable au fait qu'il y a un sursaut et une unité européenne. Je rappelle que le plan qui a été présenté hier, cette semaine, au Conseil de l'Europe, a reçu une quasi-unanimité puisque 26 États ont décidé de soutenir. Dans quelques minutes. Alors, Franck Dersin, peut-on considérer que la France prend le chemin de la guerre? Non, on ne prend pas le chemin de la guerre. Je pense que le message du président de la République, c'était clairement de dire aux Français: voilà, la situation, elle est grave, mais elle n'est pas désespérée. Il faut qu'on réagisse. Aujourd'hui, l'Europe est prise en tenaille, et c'est ça la nouveauté, entre une Russie dont on savait qu'elle était l'adversaire, mais aujourd'hui, des États-Unis. Alors, je ne mets pas tout le peuple américain, ni même tout le peuple russe derrière leur dictateur ou futur dictateur pour Trump. Mais il est clair que c'est ça la nouveauté. On est aujourd'hui, l'Europe est prise entre deux feux et il faut que l'Europe réagisse. On avait l'habitude, pas la France. La France a une tradition gaulliste, d'ailleurs qui n'a pas changé même quand Mitterrand était au pouvoir, qui a toujours été de dire les États-Unis c'est bien, mais on se fait confiance à soi-même avant tout. Mais une très grande partie de l'Europe, elle, avait décidé d'être sous le parapluie nucléaire américain et de dépendre des Américains. Alexandre Huizil, il s'agit de garantir une paix durable, c'est vos termes. Donc, par quel biais, de quoi s'agit-il? Une paix dans ce contexte d'escalade? Si vous voulez, en effet, on sort d'une situation quand même on change de paradigme, on change de monde. C'est-à-dire que pendant 70 ans, la sécurité collective en Europe, elle a été dans un cadre stabilité qui était celui de l'OTAN. Aujourd'hui, on se rend compte que les États-Unis changent d'alliance, ou en tout cas, il y a des intérêts maintenant objectifs entre Trump et Poutine. Et donc, notre travail à nous, Européens, et en effet, la France a toujours été de ce point de vue une exception. Le général de Gaulle se refusait à ce que nous ayons un grand frère changeant qui puisse, à un moment, jouer sur l'orientation du pays. Notre travail, c'est de faire en sorte que cette Europe, les États-nations européens entre eux, des coordinations, permettent de faire émerger les conditions d'une sécurité collective. C'est ça qui est devant nous. Aujourd'hui, rendez-vous compte,
80% de ce qui est acheté d'un point de vue militaire par les Européens est acheté à l'étranger. Et 70% de ces 80% aux Américains. Donc on a vraiment un enjeu de reprendre en main notre destin. Et c'est ce que nous devons faire dans les prochaines années. Un discours de gravité du chef de l'État mercredi soir. La menace russe a pris des formes nouvelles et dépassé les frontières, a-t-il dit. Elle passe aussi par le numérique. C'est la fin de la diplomatie. Ou alors existe-t-il une diplomatie encore possible, Franck Dersin? Ah oui, bien sûr, la diplomatie doit toujours être présente, même en temps de guerre. Il faut une diplomatie, il faut se parler, constamment se parler. La pire des choses, ce serait de couper les ponts. Ce n'est pas du tout ce que cherche à faire le président Macron. Mais le président Macron a décidé d'avoir un discours fort. Poutine comme Trump ne reconnaissent que la force. Donc si on courbe l'échine, si on courbe le dos, on est sûr de se faire écraser. Et en cela, le président de la République est vraiment l'un des leaders en Europe de cette action. Et je suis très content d'ailleurs de voir, et c'est nouveau, le futur chancelier, peut-être allemand, prendre ce chemin. C'est un véritable changement dans la politique allemande de ces dernières années. Vous souhaitiez réagir, Madame Municipal? Oui, parce que nous alertons depuis des années sur notre dépendance aux énergies fossiles. Parce que s'il y a une économie de guerre, il y a aussi une écologie de guerre. Et la dépendance que nous avons vis-à-vis du gaz russe, je rappelle juste le chiffre, 110 milliards d'euros en 2022 simplement pour nos achats de gaz et pétrole. Et là, je parle des États-Unis et de la Russie. Il y a quelques années, on a lancé cette campagne. Cette campagne, c'est isolons Poutine en isolant nos logements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en investissant massivement dans l'isolation de nos logements, par exemple, on se passe du GNL russe et c'est une façon de faire pression économique. Il y a une deuxième manière de faire pression, c'est on a déjà saisi les intérêts sur les avoirs russes et le deuxième sujet, c'est les 300 millions d'euros d'avoirs russes. On va donc y revenir. Que l'on doit utiliser. Justement, on va y revenir longuement dans quelques minutes. Alors on regarde le président de la République. On y revient dans quelques minutes. A également annoncé des investissements supplémentaires en matière de défense compte tenu de l'évolution des menaces. Regardez ce chiffre. Emmanuel Macron estime que la France doit dépenser davantage pour augmenter le budget du ministère des Armées, qui est de 2% actuellement du PIB. Il souhaite le passer à 3,5% du PIB. Ce qui représente 40 milliards d'euros de plus chaque année. Est-ce que cela va dans le bon sens, Alexandre Ouizil? Alors, il faut évidemment proportionner à la menace, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, en effet, il y a un enjeu de ce point de vue-là. Mais j'insiste, en effet, sur aussi qui paye le coût de la guerre. Et j'aimerais revenir, parce que c'est un point de différence avec le président de la République qui est important. Le gouvernement se refuse pour l'heure à toucher à cette question des avoirs russes. Quand je dis les avoirs russes, je ne dis pas les avoirs des citoyens russes. Je parle des 209 milliards d'euros de la Banque centrale européenne qui sont gelés et dans lesquels on se refuse à prélever. Moi, je dis qu'un État qui a agressé, qui a violé le droit international de toutes les manières possibles, qui a détruit des villes, Mariupol, Odessa, cet argent, il faut qu'on le retourne aujourd'hui contre celui qui nous agresse. Parce que sinon quoi? Sinon, c'est les Français. Vous y êtes donc favorable, même si ces avoirs ne pourraient pas être utilisés, car ce serait contraire aux accords internationaux auxquels la France et l'Europe ont souscrit. Il s'agit de 250 milliards d'euros. Si vous me permettez, ce qui est contraire au droit international, c'est d'envahir un pays. Voilà, ça c'est le point de départ. Deuxième élément qui est très important, le droit international, lorsqu'un pays est envahi, sanctifie le droit à des réparations. Il faut que la Russie puisse payer. Et j'ajoute un point. Poutine, il n'a pas ce genre de délicatesse. Il a déjà prélevé, pris, mis par-devers lui les avoirs européens et américains qui étaient en Russie. Donc je crois que, compte tenu de la gravité de la situation, il faut qu'on agisse sur la question des avoirs. La France insoumise est contre récupérer ces avoirs russes. Qu'en dites-vous du côté des écologistes? Vous êtes au sein de l'Union de la gauche ensemble. On est favorable et on pense en plus que, y compris du point de vue du droit international, ça tient. Le Canada, par exemple, a pris une législation dans ce sens. C'est des contre-mesures qui visent à financer la réparation. Et vous parliez tout à l'heure de diplomatie. Et dans la diplomatie, il y a aussi un moyen de faire pression économique sur un pays qui fait la guerre à un autre. Donc je l'ai dit avec les approvisionnements d'énergie fossile, mais c'est le cas aussi avec les avoirs et tous les moyens de pression que nous pouvons utiliser
aujourd'hui, on doit les utiliser pour garantir le retour de la paix. Alors, le Rassemblement national, donc, qui est absent donc, sur ce plateau, donc, en cas de financement des 3%, c'est donc l'une des propositions du RN qui est évoquée parmi les sources de financement, propose la suppression d'une centaine d'agences de l'État, dont le Conseil régional où vous êtes élu, donc l'ADEME, donc association du développement, l'OFB, donc l'Office des forêts, plus de collectivité, plus d'écologie pour le RN. Réaction, peut-être vous d'abord, qui est au Conseil régional, ensuite pour les écologistes. Écoutez, c'est un débat qui s'est développé pas simplement sur le sujet de la guerre, sur le sujet de comment on fait des économies, comment on diminue le déficit budgétaire, puisque il s'agissait en tout cas de ne pas prendre trop d'argent sur les entreprises, très concret, mais d'aller prendre l'argent sur le train de vie de l'État. Alors le train de vie de l'État, oui, c'est aussi en partie toutes ces usines à gaz qui sont là, qui fonctionnent et qui n'ont pas toujours beaucoup de résultats. Mais par exemple, l'ADEME est une structure qui est très importante, qu'on utilise, nous les élus, quand on veut comprendre un certain nombre de choses. Donc moi, je suis totalement contre la suppression de l'ADEME. Ce ne serait pas une bonne chose. Pour les avoirs russes, il faut savoir qu'on prend les intérêts de ces avoirs. C'est 3-4 milliards d'euros qu'on donne actuellement aux Ukrainiens. Mais c'est vrai qu'il est très difficile d'imaginer, si vous voulez, de supprimer, enfin de prendre la totalité des avoirs russes, parce que il y aurait un problème de confiance économique au niveau mondial vis-à-vis de l'Europe. Vous n'êtes pas d'accord? C'est pas que je suis pas d'accord. Monsieur Ouizil dit il faut les Russes n'ont pas respecté le droit international, donc pourquoi nous on le respecterait? Je pense que la question, c'est dans le cadre des réparations. C'est ça. Il y a un passage pour utiliser ces avoirs. Oui. Je suis pas en train de dire. Donc je pense que il faut en débattre. Aujourd'hui, c'est pas tranché. Continuons à prendre des intérêts de la dette pour financer la guerre. De là à piquer l'ensemble des 200 milliards qui appartiennent aux Russes, je pense qu'il faudra le revoir quand on sera en pleine négociation de fin de guerre. En tout cas, donc revenons sur la manière de financer ces 3,5% de PIB donc pour la défense. Quelles conséquences cela pourrait avoir sur les politiques sociales, environnementale? Il faudra de l'argent. Où trouver cet argent, Majid Nisbaï? Alors d'abord, par rapport au Rassemblement national qui dit vouloir supprimer les agences en fait qui préparent le développement durable de nos territoires, qui font de la prévention en matière de catastrophes naturelles, etc., c'est une folie. Ils ont finalement déjà capitulé. Et ils ont capitulé vis-à-vis des milliardaires, par exemple, puisqu'ils se sont abstenus à l'Assemblée nationale lorsqu'on a voulu créer une taxe, la taxe Zuckman, pour les ultra-riches. Ça, c'est une façon de financer, par exemple, cet effort, cette économie de guerre, entre guillemets. Mais il y a une autre façon de le faire, c'est en étant solidaire au niveau européen. Nous étions pour qu'il y ait un prêt beaucoup plus important qui soit fait sur les 800 milliards du plan prévu, c'est-à-dire que tous les pays européens empruntent ensemble cette somme d'argent. Et enfin, il y a des entreprises qui vont du coup être mobilisées pour l'industrie de la défense, qui vont faire des bénéfices. Là aussi, elles doivent contribuer à cet effort. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la guerre, elle ne se perd pas simplement, plutôt la capitulation, elle se fait aussi dans le cœur des hommes. Donc si on recule sur les services publics, si quand on va à l'hôpital, on n'est plus capable de soigner, si l'éducation nationale continue à être abîmée comme elle l'est aujourd'hui, nous n'arriverons pas à maintenir cet effort de paix, cette solidarité. Une dernière question rapide sur ces questions. Comment financer? Quel levier si vous voulez, public et des fonds privés qu'évoquait le chef de l'État? Juste un mot quand même pour prolonger cette discussion. Le parti des patriotes, prétendus patriotes, le Rassemblement national, vous explique qu'il faut massacrer les services publics en France, mais qu'il ne faut pas toucher aux 209 milliards qui sont de ceux de la Banque centrale russe qui sont placés en Europe. Je le signale quand même pour tous ceux qui nous écoutent quand même. Il y a quand même cette contradiction fondamentale dans la manière dont le Front National fonctionne. Le RN n'est pas là. Qu'est-ce que vous proposez? Nous, on le dit aussi clairement. La question, c'est que ce qu'a refermé le président de la République et le gouvernement tout de suite, c'est de dire s'il y a un effort de guerre, il faut que, ou un effort en tout cas d'un point de vue militaire et d'un point de vue du ministère des Armées, tout de suite, il ferme la question fiscale. Nous, on dit quand même que dans ce pays, il y a un certain nombre de personnes qui ont des moyens, ce que vous avez dit il y a un instant, qui peuvent être mobilisées dans l'effort de guerre. Est-ce qu'il faut aller dans l'hôpital public, aller sur les services publics essentiels? Finalement, en effet, c'est leur donner quelque part raison. Et juste une anecdote qui, à mon avis, est importante. Churchill, pendant la guerre, se refusait à baisser le budget du ministère de la Culture. On lui disait, mais attendez, c'est pas possible, il va falloir qu'on trouve les moyens. Il se refusait à baisser le ministère de la Culture en disant, si on baisse le ministère de la Culture, ils ont gagné 2 fois. Donc, il y a bien aussi cette idée de dire, on va pas casser ce que nous sommes
au nom de la guerre, il faut aller en plus faire un effort, mais pas ce qui est le plus riche. Ce qui est le cœur de ce que nous sommes dans ce pays, c'est-à-dire un modèle social et un projet social aussi. Alors, dans l'actualité aussi, un Conseil européen extraordinaire a eu lieu jeudi après-midi historique. Les 27 chefs d'État et de gouvernement se sont réunis en présence de Volodymyr Zelensky. Les questions de stratégie, de financement ont été abordées. L'Europe a posé les jalons d'une nouvelle Europe de la défense. 800 milliards d'euros pour réarmer l'Europe Made in Buy. Donc, vous êtes eurodéputé, donc c'est encore une fois, ça va-t-il dans le bon sens? C'est ce qu'il faut proposer, ces 800 milliards d'euros pour réarmer l'Europe. Cette stratégie, elle nous sera présentée officiellement mardi à 9h au Parlement européen, la semaine prochaine à Strasbourg. Et donc, on aura à se prononcer, à éventuellement amender aussi la proposition qui nous sera faite. Le premier sujet, c'est le financement. On vient de l'évoquer. Moi, je pense que nous devons emprunter beaucoup plus tous ensemble plutôt que d'avoir recours aux États membres pour souscrire, surtout des États membres comme la France ou d'autres qui aujourd'hui vont devoir effectivement baisser leur dépenses publiques. C'est moins important que ce qui a été annoncé, mais quand même c'est déjà très important vu notre situation. Le deuxième sujet, c'est que ce plan, il ne doit pas servir à acheter des armes étrangères à l'Europe. Ça a été rappelé, on est très dépendant et donc pour nous, il faut un European Buy Act, c'est-à-dire la possibilité d'acheter uniquement l'armement européen et d'acheter pour longtemps. Très important. Pourquoi, Alexandre Huizil, pour les socialistes? Très important parce qu'en fait, si vous continuez à acheter à Washington tout ce dont vous avez besoin pour pour créer la défense européenne et la défense des États-nations en Europe, vous restez dans la dépendance d'un régime que vous contestez. Enfin, je veux dire, un régime qui arrête du jour au lendemain le milliard d'aides promis à l'Ukraine, qui arrête le renseignement aux Ukrainiens, qui arrête la lutte contre les cyberattaques russes, qui ferme son bureau sur la désinformation russe. Vous êtes avec quelqu'un qui, en fait, est juste dans la diplomatie du deal. Et donc, ça veut dire quoi? Ce que vous disiez très justement sur la question écologique tout à l'heure, on est rentré dans une nouvelle ère, la question des ressources. Il veut s'approprier le Groenland. Il veut faire un deal en Ukraine parce que il veut avoir des terres rares. Il veut, au Panama, dire qu'il maîtrise l'infrastructure du canal de Panama. On est vraiment dans un moment impérial du côté américain, c'est-à-dire je resécurise dans un monde écologique en danger, je resécurise mes approvisionnements et tout ce qui est les valeurs communes qui ont fondé l'ordre mondial depuis 1945, je n'y souscris pas, je m'assieds dessus pour le dire d'un mot simple et clair. Alors, cette Europe de la défense, est-ce que vous la voyez, vous l'imaginez? Y a-t-il des étapes Il faut la faire. Bon, déjà, on est 27 sur 28, il n'y en a qu'un qui n'est pas dedans, c'est Orban, le président hongrois, mais on le sait, il est complètement affilié à Poutine. Mais je pense qu'on n'avancera bien que sur une Europe à géométrie variable. Peut-être à 8 ou 9 ou à 10, à laquelle j'ajoute l'Angleterre. L'Angleterre n'est plus dans l'Europe, mais c'est un partenaire impératif. C'est la première armée, je dirais, en Europe aujourd'hui. Et d'ailleurs, il faut noter que l'Angleterre, qui n'est pas dans l'Europe, va être un partenaire. La Norvège, qui n'est pas dans l'Europe, va être un partenaire. Et puis, il ne faut pas l'oublier, ça peut paraître étonnant, mais la Turquie, qui n'est pas non plus dans l'Europe, d'ailleurs qu'on a dit non, vous ne viendrez pas dans l'Europe, est plutôt aujourd'hui à vouloir nous aider parce qu'elle est très inquiète, la Turquie, de voir comment la Russie avance tout près de ses frontières. Donc, on va poursuivre sur les répercussions pour notre région, donc les Hauts-de-France, en cas de conflit armé et d'économie de guerre. De quelles entreprises les Hauts-de-France disposent? Pour l'acier, il y a bien sûr ArcelorMittal, c'est la moitié des hauts-fourneaux français, une entreprise fragile. En cas de conflit, l'acier est essentiel. Ce serait compliqué alors qui souhaite réagir donc sur ArcelorMittal? Écoutez, Dunkerque, c'est chez vous d'ailleurs. Vous êtes absolument Dunkerque. Il reste deux grandes usines d'acier, c'est Fos-sur-Mer et Dunkerque. Mittal, l'Indien, est aujourd'hui en difficulté. D'ailleurs, on l'a vu. Il avait un gros investissement à faire sur Dunkerque en matière de décarbonation. Il l'a mis en retrait et il fait des yeux doux, lui aussi, aux États-Unis. Donc, il y a là un danger. Effectivement, il y a un danger. Peut-être qu'une des deux usines ferme demain. Mais il n'y a pas que l'acierie. Il y a l'aluminium. On a une grande usine d'aluminium à Dunkerque qui consomme 60% d'un réacteur de 900 MW. L'aluminium, c'est essentiel pour la construction de matériel, d'armement. Et donc, notre souveraineté, elle dépend de ça. Donc, il faut qu'on veille, comme l'acier sur le feu, j'allais dire. Veiller, mais comment? Veiller à ce que ces usines restent bien. Vous êtes en accord sur ce point, veiller de quelle manière? C'est très important de le rappeler. L'arsenal militaire, ou l'arsenal pour se
prévenir la guerre, ça n'est pas que fabriquer des armes. C'est aussi notre industrie et notre industrie partout en Europe. Les industriels, aujourd'hui, les syndicats plutôt annoncent plus 300 000 emplois de supprimés cette année en Europe, dans l'automobile et dans l'industrie de l'acier, vous l'avez dit avec ArcelorMittal. Pour moi, la participation des pouvoirs publics à ces entreprises doit être conditionnée au fait qu'elles rentrent dans la gouvernance avec les salariés, et ça n'est pas aux multinationales, aux actionnaires. Des entreprises publiques qui rentreraient dans la gouvernance. Un autre pan de l'industrie très important, l'automobile. Renault, Douai, Toyota, ces industries doivent-elles prendre un virage au niveau de l'offre? Est-elle prête, cette industrie, l'automobile, à se préparer à cette économie de guerre si demain elle s'impose? Déjà, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que si la commande publique est au rendez-vous, la commande publique, elle doit être française, européenne, elle doit donc être au service aussi de le fait qu'on sécurise nos approvisionnements et qu'on sécurise un certain nombre de choses. Sur l'industrie, d'une manière générale, on est quand même dans une situation où à la fois la politique douanière états-unienne, plus 20%, à la fois le fait qu'il y a une agressivité chinoise dans un certain nombre de secteurs, pour ce qui concerne les Hauts-de-France, notamment la chimie, notamment l'automobile, on doit aussi protéger dans ce moment qui est le nôtre, dans ce moment où il y a des infrastructures essentielles, où il y a des usines plus essentielles que les autres, c'est celles qui permettent de garantir la souveraineté. On doit évidemment ajuster la question économique et la question des barrières économiques qui existent, disons, avec le reste du monde. Plus de barrières économiques, comme le fait Donald Trump. Non, mais il faut être capable de répondre, en tout cas. Il faut être capable de répondre aux Américains, aux Chinois. Et en effet, moi, j'ai pas le protectionnisme honteux quand il s'agit de défendre les intérêts vitaux de la nation. On observe ces derniers jours, en raison de la situation géopolitique, de la volonté donc européenne de continuer à soutenir l'Ukraine, les entreprises de défense et d'armement européennes voient leur cotation en bourse augmenter. On pense à Dassault, en Picardie aussi pour les sous-traitants, et donc à Airbus, à Meolt, Safran, Thales dans la région. Qu'est-ce qu'il manque à la région pour arriver à ce développement ? Oui, vous l'avez dit, il y a Rafo à Valenciennes, il y a Fongital à Aumont, Meolt, Stelia dans la Somme, Dassault à Seclin. Mais je veux dire, la France est un pays avec de très très belles entreprises. Des CNS, on fabrique, on est un des rares pays à savoir fabriquer des sous-marins nucléaires ou des porte-avions nucléaires. Thales, EADS, MBDA, Nexter. Enfin, je veux dire, les industries la région françaises. Aussi, notre région également. Mais notre région reste puissante dans ce domaine, plutôt en aéronautique. Sur le reste, beaucoup moins. Mais en tout cas, il faut véritablement on est au deuxième rang mondial. Le premier rang mondial, c'est l'Angleterre. On est au deuxième rang mondial. Mais il faut, comme M. Bouzy le disait tout à l'heure, maintenant qu'au niveau européen, on travaille ensemble, on fabrique ensemble pour qu'on ait le même type d'armement et le même type d'obus. Sachez qu'il nous faut, en France, 1 mois de fabrication d'obus. Les Russes tirent chaque jour ce qu'il nous faut 1 mois à faire en production d'obus. Et juste, pardon, sur cette, parce qu'il faut continuer ce sujet industriel. Absolument, justement, c'est la raison pour laquelle je donne la réponse dans une minute. Donc, parmi les entreprises dans les Hauts-de-France, donc il y a, vous l'avez dit, Dassault, donc Airbus, Rafo Group à Rouvigny, spécialisé dans l'aéronautique de défense groupe, qui fournit des équipements au ministère des Armées, la filiale MBDA France, Matra Électronique à Venette dans le département de l'Oise, pôle d'excellence électronique de la défense en Europe, Dassault Avion, on l'a dit à Seclin. Que manque-t-il, Alexandre Ouizil, à la région pour assurer concrètement ce développement dans les mois à venir? Ah non, mais moi je pense qu'il ne lui manque rien. C'est-à-dire qu'en fait, moi, pour ce qui concerne l'Oise, si vous voulez, je regardais avant de venir 200 entreprises qui concernent le secteur de la défense, 1000 emplois directs et indirects liés à la question de la défense. Donc on est vraiment sur quelque chose qui existe. Donc le sujet maintenant pour la région, c'est le sujet pour le pays. C'est le sujet de densifier les choses. C'est la question industrielle. Rendez-vous compte, en Europe, nous avons 19 avions différents et finalement, tout le monde achète des F-35 ou des F-19 américains. Donc en fait, il y a un problème. Il y a un problème dans la manière dont nous-mêmes nous coordonnons au sein de l'Union européenne pour que chacun se répartisse aussi la production industrielle. Donc la question, c'est en effet la consolidation de ce complexe militaire industriel pour être indépendant. Ouais. Vous complétez ? Oui, tout à fait. Moi, je voudrais dire que ce dont on a absolument besoin aujourd'hui, c'est d'une prévisibilité. Vous avez parlé de l'automobile, on a fait des taxes douanières en plus vis-à-vis de la Chine, on a fait un plan automobile avec lequel on n'a pas 100% d'accord, mais il y a des plans qui existent pour accompagner l'industrie. Sur l'industrie militaire, c'est pareil. Par contre, il ne faut pas faire comme on a fait pendant le Covid. Moi, j'ai fabriqué des masques, j'étais présidente d'une coopérative textile. Du jour au lendemain, on nous a dit stop, c'est bon, on va les commander en Chine. Donc, il faut s'engager pour une fabrication militaire et de défense européenne
dans la durée, dans le long terme, et il faut les protéger à court terme. Oui, la Pologne, 80% de l'armement polonais est américain. Si demain, les Américains disent « nous ne vous fournissons plus de pièces de rechange », c'est terminé, l'armée polonaise est par terre. Dernier point à aborder parce que le temps passe vite. Les Hauts-de-France était une région disposant de nombreux sites militaires à Noyon, Compiègne, Amiens, Doulan, Cambrai. Il y a eu cette réforme de militaires. Des exemples de ce qu'il reste à Sissonne, le centre d'entraînement pour les militaires, 2 bases militaires ou un peu plus, donc du côté de Lille, avec dont celle de l'OTAN, à Douai, donc un régiment de transmission, à Creil, plus de 10 000 m² pour former au renseignement. On est dans une région avec une culture militaire. Faudrait-il renouveler, retrouver cette culture militaire, ou bien on l'arrête là? Attendez, elle n'a pas disparu. Moi, vous parliez de Creil il y a un instant. Creil, c'est plus de 2000 militaires sur la question du renseignement sur le département de l'Oise, avec un pôle d'excellence. Et au moment où les guerres s'hybrident, la guerre, ce n'est plus que le champ de bataille. C'est aussi nos écrans, c'est aussi les infrastructures numériques. Au moment où la guerre s'hybride, évidemment que ces infrastructures, en tout cas pour ce qui concerne le renseignement militaire, ça va se développer dans les années à venir. Ça va se développer, c'est évident. Il faut se développer. Dès aujourd'hui, en tout cas, moi, à court terme, je pense que la question du risque de sabotage et de cyberattaque est très importante maintenant qu'on a annoncé les choses. Donc, il faut tout de suite un plan sur ce sujet. La deuxième chose, c'est qu'on est aussi un territoire qui a beaucoup de cimetières militaires. On a eu 2 millions de jeunes qui sont venus mourir pour rien dans la guerre 14-18. Et donc, ça nous rappelle et ça nous oblige aussi à adopter toute une stratégie pour le maintien de la paix avant tout et la survenue de la paix en Ukraine. C'est très important de passer le message. Franck Dersin, comment une région avec une culture, une histoire militaire? Alors, l'armée française, aujourd'hui, c'est 70 000 hommes. L'armée française tient dans le Stade de France, point final. Il y a à peu près 110 000 gendarmes qui sont des militaires aussi. C'est ça. Donc le service militaire était supprimé. C'est une erreur de Chirac. Moi, je l'ai toujours dit. On ne peut pas revenir. C'est trop tard puisqu'on a vendu, on s'est séparé de la plupart des lieux où on pouvait former. Ça coûterait très, très cher. Donc il faut une réserve. Il faut une réserve de 100 000 hommes qui soient prêts au cas où on aurait besoin d'elle. Et ça, je pense que c'est une idée du président de la République qu'il est en train de travailler. Le mot de la fin, pour vous, une réserve de citoyens suffirait à combler le manque de militaires? Pas combler, mais en un mot, ça a du sens, en tout cas, de dire que lorsque le niveau de la menace augmente, un pays se prépare. Il y a une question aussi morale dans ce qui est en train de se passer. Un rapport moral à l'agression et à ce qu'elle signifie. 5 secondes pour vous. Le renseignement militaire est très important. C'est le point capital pour prévenir la survenue des attaques. Et donc, sur ce point et sur celui des ingérences, il faudra être ultra vigilant. Merci beaucoup à vous trois d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant. Vous retrouvez Dimanche en politique sur France 3, Hauts-de-France. Très belle journée à vous.